Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Furiosa, le podcast. Je suis Nicolas Gilly et je suis comme d'habitude en compagnie de mon camarade et accessoirement espion nord-coréen sous couverture, Johan Orzulik. Salut Johan. Salut Nico. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur You Mint, le nouveau film du réalisateur sud-coréen Ryu Seung-wan, disponible depuis le 31 mars sur Netflix où il a été balancé dans l'indifférence la plus totale, un peu plus d'un mois après sa sortie sur les écrans sud-coréens. Ryu Seung-wan n'est peut-être pas le cinéaste le plus reconnu de Corée du Sud, mais cet ancien assistant de Park Chan-wook réalise des longs métrages depuis plus de 25 ans. D'abord des comédies d'action pendant ses 10 premières années de carrière, puis des films parfois plus sérieux, tout en gardant une certaine appétence pour la comédie. You Mint, c'est son 14e film. C'est un film qui est toujours pas sorti en salle. Il faut savoir que Ryu Seung-wan, il a eu qu'un seul film sorti en salle, c'était le magnifique Battleship Island. Et c'est une sorte de thriller d'espionnage entre sud-coréens et nord-coréens, un sujet qui revient régulièrement dans ce cinéma, avec cette fois une intrigue transportée à Vladivostok en Russie. C'est à mes yeux une nouvelle réussite pour Ryu Seung-wan, et je voulais savoir ce que t'en pensais d'abord, Johan. Je tiens à te dire que ça a été pour moi une belle surprise, dans le sens où, voilà, comme toi, j'ai appris, on a appris, c'est toi qui me l'as appris d'ailleurs, que le film allait sortir sur Netflix en mode, comme tu l'as très bien dit, en se faisant bazarder. J'ignorais totalement qu'il avait fait un nouveau film. Déjà que j'avais pas vu son précédent, et je vais être très honnête pour démarrer cette petite émission, c'est que moi, de Yuri Unsunwan, j'ai vu que ces trois films les plus connus, qui l'ont fait connaître un petit peu sur le devant de la scène internationale, qui sont donc City of Violence, Vétéran premier du nom, puisqu'il y a une suite que malheureusement qui était passée à Cannes, Metropolitan Avenue, on ne sait toujours pas ce qu'il en est, d'après mes recherches, et donc Battleship Island. Voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement c'est un cinéaste qui est paradoxalement assez difficile d'accès, pour nous, français ou étrangers, du moins du cinéma sud-coréen, en dehors de la Corée du Sud. Et donc c'était plutôt bien au moins de pouvoir voir ce film. Et c'est vrai que ça a été, comme j'ai dit, une très très belle surprise, très surprenante du moins par rapport aux autres films que j'avais vus de lui. C'est-à-dire que c'est un film qui est certes un film d'action, mais principalement plutôt un thriller d'espionnage qui devient un mélodrame romantique à l'ancienne, puisque c'est littéralement un chassé-croisé amoureux, on va dire, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Les services secrets nord-coréens et les services secrets sud-coréens. Et je trouve que c'est une très belle prise de risque de la part de Ri Sung-won de s'aventurer sur ce terrain-là, puisque des films que j'ai pu voir de lui, même si Battleship Island se voulait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sérieux, c'était souvent des films qui avaient un tempérament assez fun, voire assez bande dessinée, on pourrait dire ça. Je pense notamment à City of Violence aux vétérans. Et là, même on y reviendra, il y a un aspect très graphique, très pop, très bande dessinée. Ce qui est surprenant, c'est que le film est très sérieux et même très introspectif. C'est-à-dire qu'il assume totalement cette dimension mélodramatique. Et d'autant plus surprenant, c'est le travail sur la mise en scène opéré par Yoon Sun-won. Donc on sait que c'est un espèce d'artisan caméléon du cinéma sud-coréen qui change plus ou moins de style en fonction des sujets de ses films. Et moi, ce qui m'a énormément surpris, c'est vraiment le travail sur la mise en scène. Et je pense que même toi, tu as ce mot-là en termes que je qualifierais d'élégant. C'est-à-dire que c'est un film qui est d'une facture élégante, qui est très impressionnante, qui a un travail sur la spatialisation, sur la lumière, sur la manière de créer des scènes, de répondre visuellement aux enjeux de chaque scène, qui est assez surprenante. Certains diraient presque, je pense, anachronique, mais pas vraiment, mais on en reviendra. Bon, certes, c'est un film sous influence dans son approche de la mise en scène, mais très galvanisant, je trouve, très dans le bon sens du terme par rapport à ça. Voilà, donc ça c'était pour mes premières impressions, mais je te laisse rebondir. Alors je suis d'accord avec toi, hein, c'est un film qui est surprenant. Pour ma part, je connais bien la carrière de Ryu Seung-wan. Alors j'ai pas vu son premier film Die Bad, j'ai pas Ah, vu que j'ai vu, Vétéran, celui-là je l'ai vu aussi. Je l'ai vu aussi. ben voilà. J'ai pas vu Vétéran et j'ai pas vu la suite de Vétéran. Le reste, j'ai tout vu. Donc
Ce que je note surtout, c'est que c'est un réalisateur qui, en effet, a toujours eu un cinéma plutôt sous influence, en effet. Mais je trouve qu'au fil des films, au fil des années, quand même, ça fait 25 ans maintenant qu'il fait des films, il est en train de s'affirmer, mais de façon vraiment impressionnante. Je pense que c'est très parlant pour quiconque a vu un film qui s'appelle The Berlin File, qui était sorti chez nous en vidéo sous le titre The Agent. De mémoire, c'était Wildside qui l'avait sorti. Et qui est un film qui se passe exactement dans le même univers que You Mint. À savoir que dans You Mint, j'ai vérifié, j'ai revu The Berlin File pour être sûr, mais dans You Mint, il y a une référence qui est faite à l'intrigue de The Berlin File. Donc sur un espion, encore un espion nord-coréen, dont la femme voulait se rendre, se donner à la Corée du Sud, quoi, voulait changer de camp, enceinte et qui meurt, quoi. Donc, alors The Berlin File était vachement plus drama que You Mint, mais il y avait déjà ce côté mélange thriller d'espionnage, qui était un pur thriller d'espionnage pour le coup, extrêmement complexe dans sa mise en place avec énormément de personnages et qui au cœur finalement il y avait la relation d'un couple et une sorte de fraternité qui naissait très compliquée entre un agent de la Corée du Sud et un agent de la Corée du Nord. Et donc c'est quelque chose qu'on retrouve ici. Et en revoyant l'autre film, on pouvait noter, et c'est quelque chose qui revenait pas mal chez Ryu Seung-wan au début, énormément d'affaîtrie visuelle que je dirais pour se donner de la consistance, je pense. Et au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des films, il a pris vraiment une assurance qui lui permet là d'aborder son sujet avec une mise en scène beaucoup plus, peut-être pas classique parce qu'elle n'est pas classique, mais qui va beaucoup plus droit au but, qui est beaucoup plus claire, où il n'a pas besoin de faire d'effets de montage qui sont là pour en mettre plein les yeux, mais quand il y a un effet de montage, bah, il a du sens, hein. À un moment, il y a des très belles surimpressions. C'est super bien fait, c'est très élégant en effet. Et c'est marrant de dire ça aujourd'hui parce qu'au début, le cinéma de Ryu Seung-wan n'était pas du tout élégant. Il était très fun. Il a toujours eu un vrai talent pour filmer l'action. Là-dessus, je pense que de tous les réalisateurs sud-coréens connus, c'est sûrement celui qui gère le mieux les scènes d'action. Je sais pas avec quel chorégraphe il travaille, mais chaque fois, c'est d'une efficacité. Ça n'a rien à envier aux plus belles scènes d'action qu'on peut voir ailleurs, notamment à Hong Kong, parce qu'en effet, on va en parler, hein. You Mean, c'est un film qui est très 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 influencé par le cinéma de Hong Kong et en particulier par le cinéma de John Woo. C'est ce qui le rend d'autant plus attachant d'ailleurs parce qu'il est influencé pas par n'importe quel John Woo mais par The Killer. Je te laisse en parler, allez. Bah, tu as très bien résumé le pourquoi, c'est-à-dire que c'est un film en fait qui démarre comme un thriller d'espionnage old school, c'est-à-dire que au début tu as effectivement des réminiscences du cinéma un peu plus BD, j'ai envie de dire, de Ryu Sun-won, quand tu vois la scène d'intro justement avec la baston, etc. Et en fait très vite en fait tu as l'impression qu'il tord les habitudes du moins des films que j'ai pu voir de lui pour ensuite davantage être, comme on dit, dans un style introspectif, et notamment à travers une intrigue d'espionnage qui reste quand même assez claire. Donc déjà, parce que c'est vrai qu'effectivement, c'est assez... en général, c'est les films d'espionnage, c'est vrai que, bon, hormis les James Bond et les Missions Impossibles, c'est vrai que c'est souvent, si tu prends le versant, on va dire, beaucoup plus sérieux, que ce soit les e-press, la taupe, etc., c'est souvent des films de non-dits, où justement le but est plus ou moins des films plutôt proches du film dossier, qui ont but de faire perdre le spectateur, pour ensuite l'amener jusqu'à une révélation finale. Là, en fait, on est clairement plus dans une volonté de la part de Ryu Sun-won de rendre des enjeux très très clairs et très limpides entre les deux pays, ce qui permet en fait de se focaliser plus sur l'aspect mélodramatique, ouvertement mélodramatique de son intrigue à travers l'histoire d'amour et la manière dont justement le personnage central qui est interprété par Cho Hin-sung, qui est vraiment excellent dans le rôle principal, donc à savoir Joe, va justement, on va dire, plus ou moins, on va dire, sauver ce couple. Elle va apprendre à les connaître pour ensuite mieux les sauver. Et notamment donc toute la partie, parce qu'une grosse partie de l'intrigue se déroule à Vladivostok en Russie.
Et donc par rapport à John Woo, c'est important, on va dire, de préciser que le film reprend, en fait, est une relecture, moi, que je trouve très intéressante parce que parfaitement digérée du triangle qu'il y avait dans The Killer de John Woo, entre Chow Yun-fat, Danny Lee et Sally Ye. Mais ça prend tout son sens justement dans le dernier tiers du film, cet hommage à John Woo. Auparavant, il y a donc cette intrigue d'espionnage avec justement tout un travail sur les surimpressions pour accentuer cet aspect introspectif qui est qui est très bien travaillé par Yoon Sung-hwan. Il y a même un vrai travail de réflexion sur la mise en scène par rapport à la manière dont les interactions des personnages se traduisent à l'écran, par rapport aussi aux non-dits, par rapport à la manière dont eux sont pris dans un engrenage par rapport aux divers pays qu'ils représentent. Et en fait, pour cela, il y a aussi un trait de mise en scène qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que la première partie de mise en scène use très bien du scope anamorphique, tel que pouvait l'utiliser Steven Spielberg, John McTiernan et même Brian De Palma, puisque justement c'est très difficile de ne pas penser ces trois cinéastes-là, justement dans le travail sur le rapport à la profondeur de champ, la manière de jouer sur le blocking, la manière également de jouer sur les interactions, notamment à travers l'objectif à double foyer. Et il y a même d'ailleurs un travail qui est très De Palma dans cette utilisation-là, qui est fait de manière très brillante mais très digérée, et qui culmine lors du climax sur le parking, où justement il a fait une utilisation de cet objectif que j'avais jamais vu auparavant, et qui fait sens d'ailleurs avec le récit, parce que c'est un récit de faux semblant, et la manière dont il traduit ça à l'écran, et même sur l'utilisation du flares, qui est un objectif qui a un défaut d'objectif, sur une lumière, de répercussion de la lumière, qui est devenu un effet de style usité, notamment par les cinéastes comme J.J. Abrams, mais que lui réintroduit de manière justement à diriger ton regard dans le cadre. Je pense notamment à la scène d'interrogatoire de Chae Seong-won, justement celle qui est emprisonnée, qui est au centre de l'intrigue, et justement dans lequel il y a une utilisation très bluffante justement du flares, justement que j'avais pas vu depuis très très longtemps. Et c'est vrai que c'est très difficile de ne pas penser à ces cinéastes-là, mais de manière parfaitement digérée. C'est-à-dire que c'est-à-dire que le film a une teneur anachronique dans son récit. C'est visible pour quiconque a vu justement, connaît bien le travail de ces cinéastes, mais c'est parfaitement digéré, c'est-à-dire que c'est pas du postmodernisme pour le postmodernisme, c'est-à-dire que j'ai vraiment eu l'impression de voir quelqu'un qui avait pas compris qui n'avait pas simplement cherché à imiter le style de ces cinéastes-là, mais au contraire avait choisi justement de comprendre qu'est-ce qui faisait l'intérêt de cette mise en scène, que ce soit dans la manière de traduire des troubles politiques ou des enjeux par rapport aux protagonistes. Et je trouve que quelque part, c'est un film entre guillemets de bon élève. C'est pas péjoratif du tout ce que je dis, bien au contraire, mais dans le sens noble du terme. Vraiment, par rapport à ces cinéastes-là, c'est vraiment de la haute volée. Et je trouve que ça m'a fait regretter que le film n'est pas sorti en salle. Parce que justement, il y a tout un travail sur le cadre et la lumière qui est hyper impressionnant et très intelligemment pensé pour que toi, en tant que spectateur, tu te concentres sur ce qu'il y a dans le cadre et l'image, en fait. Pour le coup, c'est un vrai film de cinéma, mais visible sur une plateforme. Et ça m'a énormément apprécié parce que, comme tu l'as très bien dit, pour rebondir sur la partie scène d'action, c'est-à-dire que moi, des films que j'ai vus de Ryu Sung-hwan, c'est vrai qu'il y avait justement, plus ça avançait dans les films que j'avais vus, plus il gagnait en clarté, en lisibilité. Et c'est vrai que ça m'a fait énormément plaisir de retrouver un plaisir, notamment scénographique, au niveau des scènes d'action, que ce soit et qui sont organiques dans la mise en scène. Je pense notamment à la scène des fléchettes dans le couloir, où justement tu ne vois que la pénombre de l'antagoniste et ensuite tu vas découvrir son visage après qu'il ait commis ses attaques à la fléchette. Je pense notamment à la scène un peu à la Mission Impossible du premier du nom de Palma, de l'escalier dans le couloir et avec les protagonistes qui sautent et qui tentent de se raccrocher aux escaliers. Et puis bien sûr le dernier tiers qui est effectivement un hommage, alors vraiment un très bel hommage à John Woo, mais parfaitement digéré, puisqu'il n'a pas repris les effets de style, et c'est ce qui démontre, on va dire, la compréhension de Bong Joon-ho par rapport au modèle qu'il convoque, comme je l'ai dit, par rapport à Spielberg, McTiernan et De Palma. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il a compris que John Woo, contrairement à beaucoup de gens qui essaient de l'imiter, c'est pas, que des ralentis, c'est pas l'image d'Épinal que ses détracteurs ont de ce cinéaste, c'est-à-dire
des colombes, des, euh, des colombes, des ralentis, etc. C'est-à-dire que lui, il a compris que ce qui faisait la force de ce cinéma-là, c'était la dynamique tragique des personnages par rapport au dernier Baroud d'honneur et par rapport à cette espèce d'humanisme qu'ils essaient de perpétuer à travers justement un dernier Baroud d'honneur. Et là, en fait, c'est hyper intéressant parce qu'il reprend absolument pas les figures de style de John Woo, mais au contraire, il en fait sienne, notamment dans la scène finale justement du parking, qui est vraiment un très beau modèle de découpage et de mise en scène, un gros morceau de bravoure, et sur lequel justement il réinvestit intelligemment le cinéma de John Woo pour en faire sien. Voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, c'est ce que je t'avais dit. C'est ce que je t'avais dit en off, hein. Pour moi, c'est sûrement un des plus beaux hommages faits à John Woo qui ne singe pas John Woo. Parce que c'est vrai que ben, John Woo, si on prend pas seulement le cinéma hollywoodien d'ailleurs, hein, mais un peu partout, quand des cinéastes se réclament fans de John Woo, bah ouais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des ralentis, ils vont essayer de composer une espèce de romantisme dans l'action complètement factice qui fonctionne jamais en fait parce Et que souvent, en plus, il n'y a même pas de romantisme en plus. exactement. C'est pas Bah incarné, ils oui, ne mettent même pas le le, romantisme. C'est le, que de la pyrotechnie en le fait. romantisme chez John Woo, il naît de l'histoire. Il naît du récit en fait. Il se traduit par sa mise en scène, mais il naît de ce qu'il nous raconte. Sinon, ça n'a aucun sens. Quand on voit, je sais pas, un tueur pour cible, par exemple, bah, c'était ce qu'il fallait pas faire, tu vois. C'était singer bêtement le style de John Woo pour aboutir sur rien du tout. Là, non. Là, en effet, quand il ressort parce qu'il y a des plans qui sont repris à l'identique hein, de The Killer. Il y en a. On les a Ah repérés. ben, franchement, il y en a un où le héros, Le regard qui se lance justement vraiment. le regard quand les deux personnages principaux se lancent avant de se relever pour tirer, c'est littéralement les mêmes plans. Voilà, C'est ça, il y en a un où le héros, enfin le héros sud-coréen, il est contre un mur avec son flingue qui tient presque sur sa tempe. Bon, c'est repris de The Killer. T'as un premier Mexican standoff avec juste les deux, où c'est à toute épreuve, hein. C'est le même, hein. C'est le même, il y a le même clic avec un des deux personnages qui appuie sur la détente et qui a plus de balles. Et puis bien sûr, bah, le Mexican standoff à 3 final, qui bah, ouais, pour le coup c'est repris à l'identique aussi. Mais ce qui est vrai, ce qui est bien, c'est que ça a complètement du sens dans la dramaturgie qu'il met en place en fait. Il est là, c'est normal que ces deux personnages à un moment, eh ben, ils se retrouvent à devoir collaborer. Exactement comme Chow Yun-fat et Danny Lee devaient se retrouver à collaborer parce que ben, il y a quelque chose de plus grand qu'eux, de plus grand que leurs idéaux politiques, il y a plus grand que leur parti à chacun. Donc voilà, et ça fait du sens en fait quand ils les filment comme ça. Il y a un truc, c'est que tu parles beaucoup de la scène du parking. En effet, elle est très impressionnante, cette scène du parking à la fin. Éclairé juste avec des phares de voiture quand même, sous la neige, dans une espèce de parking désaffecté en pleine Russie. C'est d'une beauté mais incroyable. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que dans ce film, on a à peu près 35 minutes de climax. Comme je l'ai vu deux fois, la deuxième fois, j'ai regardé à quel moment ça commençait. On a 35 minutes de climax. Ça commence d'abord à l'intérieur du bâtiment, où il y a ce parking, avec bah, pas mal de gunfight vraiment à très courte portée. Et après, ça part à l'extérieur. Mais tout ça, 35 minutes, c'est énorme. Pour réussir à tenir 35 minutes sans t'emmerder, sans te répéter, en étant toujours inventif dans ta mise en scène, dans tes scènes d'action, c'est quand même... Franchement, c'est un très gros morceau. Je pense il utilise des trucs qu'on n'a jamais vus. Je pense en fait, il y a toute une intrigue de trafic d'êtres humains en fait par les Russes. Donc, dans ce bâtiment qu'on voit dans le final du film, t'as des femmes des femmes nord-coréennes qui sont enfermées dans des espèces de cabines en verre blindé là. Et en fait, il utilise tout ça dans sa mise en scène pour créer des séquences de gunfight. D'ailleurs, je trouve qu'il est très très fort pour utiliser la topographie des lieux. Pareil, c'est un truc qui est, c'est devenu, visiblement, c'est très compliqué pour beaucoup de cinéastes de rendre une action claire et d'utiliser les lieux là où ils tournent. Alors souvent, ils tournent dans des lieux incroyables, mais qui sont incapables d'utiliser, ils savent pas les sublimer. Là, franchement, entre donc le parking avec tous les véhicules, comment s'organise la chorégraphie entre les différents tireurs, et même à l'intérieur, hein, je pense au moment où tu as le Sud-Coréen qui rentre. Il est comme ça dans une salle où tu as des escaliers en face, et puis tu as
4 tueurs répartis de façon assez symétrique à l'écran. Comment il arrive à en dézinguer 3 et comment ensuite se met en place tout le gunfight et tout ce qui va suivre. Je trouve ça assez brillant en fait dans l'utilisation des décors. Et c'est un truc très rare. Et c'est quelque chose où Ryu Seung-wan il est très fort là-dessus. Il est très très fort. Même les grands, les cinéastes sud-coréens plus nobles, on va dire entre guillemets, hein, parce que bon, il peut très bien s'asseoir à leur table parce qu'en termes d'action, il les éclate tous, je trouve. Que ce soit Park Chan-wook, Bong Joon-ho, il est plus fort que là-dessus. Sur le reste, peut-être pas, mais là-dessus, il est 10 coudées au-dessus. Et d'ailleurs, tu disais, rien que la première séquence d'action aussi, elle est incroyable. La séquence d'ouverture, même si c'est beaucoup plus comic book, pareil, il arrive à mettre une intensité, une énergie là-dedans. En plus, c'est rigolo parce qu'il utilise un peu une lumière qui, pour le coup, fait penser à plein de films qu'on a vus qui viennent de Thaïlande, quoi, en utilisant des néons, des couleurs très qui pètent et tout. Et la violence et l'intensité qu'il arrive à mettre là-dedans, c'est quand même très très fort, quoi. Bah, en fait, on a beaucoup parlé justement de ce climax, parce que, à juste titre, parce que c'est vrai que c'est ce qui marque, parce que c'est tellement impressionnant et bien fait, tout simplement, bien raconté visuellement, qu'on en oublierait presque le reste, que ça écrase le reste, mais en fait, faut pas oublier que, en fait, c'est ce que tu dis très bien, c'est-à-dire que tout ce qui précède ce grand climax est fait pour amener à la prise de considération qu'il y a d'autres enjeux à défendre que la question de la frontière en fait. Et c'est-à-dire que c'est un enjeu humain qui est incarné par cette prisonnière. Et en fait, tout ce qui précède, et moi je trouve très brillant, justement par encore une fois la dimension introspective, c'est-à-dire qu'en fait il va énormément poser son cadre, et les surimpressions, comme je le disais auparavant, sont faites justement pour, comment dire, pour te donner ce sentiment justement de vie passée, de vie brisée, de grands sentiments tels que tu pouvais avoir dans les mélodrames d'autrefois. Et c'est en ça que c'est, je trouve, très surprenant de sa part. Et je rajouterai un truc, c'est-à-dire que, comme je disais, là, il y a aussi un autre aspect qu'on n'a pas évoqué, c'est l'utilisation qu'il fait des smartphones. Alors certes, ce n'est pas pour le coup Park Chan-wook, mais sur ce point-là, mais il utilise très bien, je trouve, cet effet de cadre dans le cadre. C'est-à-dire qu'il utilise très très bien cette donnée-là, et notamment, c'est paraît tout bête, mais c'est vrai que la fonction vidéo, justement, la fonction vidéo pour filmer des témoins et tout, ça paraît bête, mais je ne l'ai pas vu beaucoup utilisé au cinéma, du moins à ma connaissance, et c'est le premier réel que je vois qui utilise la fonction vidéo justement des smartphones et qui se dit, bon, bah, comme un outil de narration visuelle dans le cadre, Park Chan-wook utilise le smartphone de manière extrêmement brillante. Je pense que même on pourrait faire un guide pour les aspirants cinéastes sur comment filmer un smartphone au cinéma en regardant les derniers films de Park Chan-wook. Mais je trouve que la manière dont le fait Rim Soo-won est intéressante aussi, bien qu'en apparence plus sombre, parce que justement il utilise aussi cet outil de manière à des fonctions narratives visuelles, mais à sa manière. Je trouve que sans dénaturer le talent de Rim Soo-won par rapport à ses collègues, c'est vrai que comme tu dis, sur d'autres domaines, il est un peu plus faible. C'est vrai qu'effectivement, la représentation de la mafia russe, notamment dans le dernier terre, on est clairement plus dans Ivan Drago et Rocky 4, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai que ça parjure, je trouve, beaucoup avec tout le reste du métrage qui est quand même qui a une facture, je dirais, alors je dirais pas sérieuse, c'est pas le terme, parce que je trouve que le terme va pas. Plus Ouais, plus élégant. Je reste sur cette facture, sur ce mot-là qui est beaucoup plus élégant. Et je trouve que la partie avec les Russes qui sont littéralement, bah, c'est des caricatures. Et c'est vrai que tu te dis, bon, en 2026, voir ça, c'est peut-être pas c'est pas du tout ce que moi j'ai personnellement j'ai envie de voir. C'est assez embarrassant cette petite portion de récit. Et c'est vrai que ça parjure avec le reste, ce qui fait que malgré tout, tu retrouves ce côté un peu pure exploitation qu'on peut avoir dans les autres films de Ring Soon-won. Et je trouve que ça parjure un peu, mais ça n'enlève en rien. Voilà, c'est-à-dire que c'est une portion qui paraît un peu incongrue dans le récit, alors que tout le reste est vrai. D'autant qu'en plus c'est vraiment présenté comme des bourrins qui font que taper, etc. Donc certes c'est bien filmé, mais c'est vrai que ça saute trop par rapport à tout ce qu'on voit, même tu vois par rapport à comment est présenté les ennemis nord-coréens, etc. Et qu'en fait ça finit par arriver par une prise de conscience qui est plus global, qui est beaucoup plus, je dirais pas universel, mais qui est beaucoup plus,
beaucoup plus évocatrice, voilà, qui est beaucoup plus évocatrice, alors que sur la partie russe, bon bah tu retombes un peu dans les clichés là, mais après je veux pas non plus enfoncer plus le film que ça, parce que c'est vraiment une portion sur les trois, une portion, une parenthèse dans le récit, contrairement qui n'efface pas tout le reste en fait, toutes les qualités qu'on a évoquées. Voilà. Après, on va pas se mentir, même si c'est dans la caricature, c'est quand même super cool quand on voit le boss de la mafia russe, qui est une espèce de Golgoth qui mesure je sais pas combien et qui pour lequel il faut les deux quoi. Il faut un Sud-Coréen et un Nord-Coréen pour réussir à le foutre par terre. Ouais, on est en plein. Oui, c'est ça, c'est-à-dire C'est quand même mais rigolo après quoi. tu me diras, ça a souvent été. C'est rigolo, mais je trouve que ça part genre tout. Après, ça jure trop avec ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Après, on va être honnête, on connaît bien le cinéma asiatique, et c'est vrai que la représentation souvent des adversaires occidentaux, que ce soit au Japon, à Hong Kong ou même en Inde actuellement, c'est bon, bah, c'est de la caricature, voilà quoi, absolue. Ça a toujours été, et ce sera toujours Oui, quelques exceptions c'est près. toujours ça. Voilà. Après, je comprends ce que tu dis et c'est vrai que ça jure avec le reste du film qui est plutôt classe, plutôt élégant. Et ça, c'est un peu vulgaire quoi. Mais bon, je trouve que ça passe quand même. Mais ça dénature pas. Non, ça Mais dénature ça pas. dénature pas parce qu'en fait, il y a tellement de qualité, enfin, il y a tellement de qualité autour et entre cette petite parenthèse que tout le reste, voilà, bon, voilà, le bon l'emporte largement sur le moins Bah bon. oui, c'est Voilà. ça. Et puis, qu'est-ce que je... Oui, il y a un truc qui est quand même que je trouve assez réussi et qui, bon, bah pour le coup, ça rejoint un peu les autres grands auteurs, quoi, hein. C'est qu'en fait, le film, il prend pas vraiment de parti. Là, je le trouve assez juste et assez intelligent parce qu'on, bon, même si la cible première, évidemment, hein, c'est un film sud-coréen, donc la cible première, c'est la Corée du Nord. Donc en gros, s'il faut, sur l'échelle des connards, les Coréens du Nord sont un peu au-dessus. Parce qu'ils nous montrent quand même un consul de Corée du Nord en Russie qui participe activement au trafic de drogue, trafic d'êtres humains. Donc voilà. Mais je trouve que quand même la Corée du Sud, notamment tout ce qui est administration, elle en prend quand même pas mal pour son grade aussi. Et je trouve ça plutôt pas mal. Tout à Ouais, fait. c'est bien vu parce que, en fait, finalement, ce que nous montre ce film, et c'est là-dessus qui rejoint aussi énormément John Woo, je trouve, hein, c'est qu'en fait, il prend ces deux personnages qui sont des espèces de super agents, quoi, hein, c'est les meilleurs dans de chacun de son côté, quoi. Et en fait, ils se rebellent contre leur hiérarchie, finalement. Donc, c'est pour ça qu'ils sont si attachants, c'est il va chercher la notion de noblesse dans ses personnages. Et là, il rejoint évidemment John Woo. Et moi, je trouve ça très attachant. Il essaye comme ça de retrouver la notion chevaleresque hein, qu'on associe beaucoup à John Woo, mais la notion de chevaleresque au sens mythologique, quoi. Donc, c'est des deux personnages qui sont là pour servir une noble cause. Et ils sont contre, finalement, contre l'organisation qui est au-dessus d'eux, hein, parce que alors on le sait, là-dedans la Corée du Nord, bon c'est des trafiquants et tout là-dedans, voilà. Tandis qu'au niveau de la Corée du Sud, bon c'est quand même des gens qui sont montrés comme pour manipuler des pauvres femmes qui se font exploiter, droguer, tuer. Mais qui leur promettent en fait de les sauver, qui finalement les utilisent juste comme des serpillères, quoi, hein, juste pour pouvoir eux attaquer la Corée du Nord. Et je trouve que ça, c'est vachement bien vu. Et pour le coup, c'est fin et c'est pas vulgaire. Bah écoute, je pense que tu as tout dit. C'est vrai qu'effectivement, en fait, ce qui est aussi touchant sur ce film-là, au-delà de ce que tu as dit, c'est vrai que c'est sa facture qui est quand même très anachronique. Quand je disais anachronique, c'est vraiment dans sa manière de prendre son temps à concevoir enfin, pour présenter encore une fois les scènes, développer les personnages, etc. C'est vrai que c'est un film qui, je trouve, fait du bien, euh, même à regarder, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que c'est vraiment, encore une fois, dommage qu'il n'ait pas pu, enfin qu'il ne soit pas mieux distribué, enfin voilà, qu'il ait été bazardé comme ça sur Netflix. Je voulais juste rebondir donc sur le casting que moi je trouve dans l'ensemble très très bien. Donc j'avais parlé de So In-hong, mais c'est vrai que même l'agent nord-coréen et l'actrice
qui joue le personnage féminin principal sont vraiment très bien aussi. Je trouve qu'il y a un très beau travail sur la direction d'acteur et qui, je trouve, détonne, tu vois, par rapport, encore une fois, à ce que j'ai pu voir chez Ryun Sung-wan. Parce que c'est vrai que, tu vois, moi, tu me dis vétéran, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus action au sens, voilà, c'est-à-dire qu'en plus il y a un caméo de Don Lee vers la fin et tout, etc. Donc c'est vrai que là ça change énormément, on va dire, de ça. Et c'est vrai qu'effectivement, je trouve que même au niveau actoral, il a pris des risques, du moins par rapport au film que j'ai vu, et justement dans sa manière de les diriger, de jouer plus sur justement sur une dimension encore une fois introspective. Je cite beaucoup ce terme, mais c'est vrai que c'est la première chose, c'est la première chose qui m'est revenue après avoir vu le film. Et je trouve que même les acteurs dans leur côté sentiment refoulé, leur retenue, etc., fonctionnent. Enfin, c'est vraiment un beau casting, du moins pour tout ce qui est la partie coréenne. Voilà. Ah non, mais je suis d'accord, hein, enfin, pour ma part, je trouve que celui l'acteur qui joue le Nord-Coréen, bon, je veux pas écorcher son nom, mais c'est Park Jeong-min, qui est un super acteur. Moi, je l'avais découvert il y a un moment dans son premier film, en fait, La Frappe, qui était passé au Festival du film coréen à Paris, où il était déjà exceptionnel. Et je trouve qu'en fait, ça m'y fait repenser, et ça va encore faire un pont avec le cinéma de John Woo, hein. Je trouve que pas mal de fois dans le film, dans You Mint, il est filmé comme Leslie Chung. J'y ai beaucoup pensé Oui, totalement. dans ses J'y ai expressions, dans pensé sa coupe aussi. de cheveux, dans son look. Je sais pas, je pense que c'est pas anodin, hein. Et d'ailleurs, il incarne un personnage comme ça qui finalement se fait rattraper par ses sentiments. Au début, on pense que c'est juste un espion de Corée du Nord qui est là pour faire son boulot comme un Terminator, quoi. Alors que finalement, on se rend compte que non, le gars, il prend des initiatives pour retrouver celle qu'il aimait. Donc en fait, c'est un grand personnage romantique qui est assez inattendu, comment il se dévoile finalement, ce personnage. Et d'ailleurs, ça rejoint aussi le personnage de Cho, qui est présenté, donc le personnage central du film, qui en fait est présenté au début comme un pur personnage d'action qu'on aurait pu justement avoir dans les précédents films de Ring Sun-wan et qui se montre sous un jour beaucoup plus humain, justement beaucoup plus sensible et beaucoup plus attentionné à l'égard des autres, qui ne le laisse transparaître au début. Et en fait, je trouve ça très intéressant parce que c'est une manière, on va dire, de vriller de l'intérieur les codes que l'on peut s'attendre à la fois du film d'espionnage et du film d'action made in Ryong Sun-wan, quoi. Et je trouve ça vraiment bien amené en fait, c'est-à-dire cette manière de casser directement les codes de son propre cinéma après la scène d'intro en fait, comme une manière de dire maintenant c'est pas ce que tu crois que tu vas voir, en fait on va aller vers autre chose en fait. C'est ce qui m'a vraiment surpris dans le film. Ouais, c'est vrai, c'est très beau. En fait, concrètement, hein, il amène à ses personnages une vraie humanité finalement, qui les sort des codes, hein, justement. Et d'ailleurs, le personnage comment tu dis qu'il s'appelle, de Joe, Aller au-delà de la c'est façade, ça. voilà, c'est ça. C'est aller au-delà de la façade, qui en plus c'est un trope du film d'espionnage, parce que quand tu es dans un film d'espionnage, le principe de l'espion c'est porter un masque quelque Oui. part. Un masque sur ta personnalité, un masque sur ta fonction. Et en fait, quelque part, c'est intéressant de la part de Yoon c'est comme si il jouait sur cette fonction-là, mais en remettant la dimension humaine et fragile de ces personnages. Exactement. Et juste pour revenir sur le côté humain du personnage de Joe, donc je peux chercher son nom, en fait, c'est marrant de voir comment il ouvre et comment il ferme son film. Si tu as fait attention, c'est que la toute première scène du film, Oui, il se réveille, il se lève dans sa chambre, voilà, il part faire sa mission, et puis la toute dernière scène du film est dans une autre pièce, ailleurs, en rapport avec une autre personne qui l'a aidé, et puis ce coup-ci, il se couche. Donc je trouve que ça amène, c'est des symboles un peu teubés, je sais pas, mais ça amène un côté très humain à tout ça, non, quoi, tu c'est vois. un effet cyclique, et un effet cyclique dans le récit. Et c'est très beau. La boucle est C'est bouclée. très beau et ça dénote avec ce qu'on a pu connaître clairement du ciné de Ryu Sang-wan à un moment qui était vraiment axé sur l'action décomplexée et la comédie, hein, parce que c'est quelqu'un qui adore la comédie. Il en fait toujours d'ailleurs. Son dernier film, Smuggler, c'était une comédie d'action super au passage, hein, regardez-le. Mais voilà, je trouve que son cinéma, qu'on va dire sérieux, la branche sérieuse de son cinéma, elle commence à devenir vraiment très 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 solide là. Et You Mint, ouais, c'est un film qui aurait clairement mérité une sortie en salle. Donc
on ne peut que vous conseiller de regarder You Mint. C'est sur Netflix, voilà. Ce sera peut-être pas sur votre page d'accueil parce que c'est arrivé comme ça sans prévenir. En fait, Netflix l'a annoncé au tout dernier moment. Faut savoir qu'il est sorti dans le monde entier, en fait, en dehors de la Corée sur Netflix. Voilà, un mois après sa sortie en Corée au cinéma. Donc regardez-le et puis regardez aussi les autres films de Ryu Seung-wan. On va terminer donc, Johan. Est-ce que tu as une recommandation autour de You Mint? Alors j'aurais une recommandation française, parce que sur un film un film méconnu, que j'ai découvert je crois il y a 2 3 ans si je dis pas de bêtises, un film un peu qui détonne dans la filmographie de son auteur. Alors ça s'appelle Le Silencieux, c'est de Claude Pinoteau. Donc Claude Pinoteau qu'on connaît surtout pour ses comédies familiales qu'il a enchaînées par la suite, donc tout ce qui est La Gifle, La Boum, etc. Mais qui a démarré sa carrière sous d'autres auspices, puisqu'il a son premier film, donc qui est Le Silencieux, est un pur thriller d'espionnage comme il y en avait plein à l'époque dans les années 70. Et c'est un film très étonnant dans sa filmographie parce qu'il n'a absolument rien à voir en termes d'ambiance, par rapport à ce qu'il fera par la suite. C'est un premier film extrêmement maîtrisé et en fait c'est un film qui, comme You Meet, c'est une intrigue d'espionnage qui est centrée sur un savant français qui est poursuivi par le KGB et en même temps par les services secrets français, qui est joué par Lino Ventura. Et donc c'est un excellent film de traque, très maîtrisé, très Hitchcockien d'ailleurs. C'est pareil, c'est un film de bon élève comme on dit, mais qui a parfaitement digéré ses influences. C'est aussi en ça qu'il surprend par rapport au reste de sa filmographie ultérieure. Et en fait, c'est un film d'espionnage qui devient précisément un mélodrame romantique. Donc en plus, Lino Ventura était très fort pour ça parce que c'était quelqu'un qui, sous sa carapace, avait joué énormément en fait, beaucoup sur la sensibilité, etc. Et en fait, ça devient en fait plus le film avance, plus ça devient un mélodrame romantique avec son ex-compagne qui est jouée par Léa Massari, donc grande actrice italienne qui avait tourné aussi bien pour Antonioni que pour Henri Verneuil. Et c'est un film d'espionnage, on va dire, romantique, très mélancolique, justement. Vraiment, c'est une curiosité que je vous invite à découvrir parce qu'en plus, c'est un film qui est extrêmement bien raconté, qui se passe à Londres, puisqu'il se termine dans les montagnes françaises. En même temps, tu as une scène de concert. Enfin, c'est vraiment un film un excellent film méconnu qui mériterait d'être redécouvert. Voilà. Alors pour ma part, bah, je vais faire vite et vous conseiller un autre thriller d'espionnage coréen parce que aujourd'hui je pense que c'est en Corée qu'on trouve les meilleurs thrillers d'espionnage concrètement. Et ça sera L'homme du président de Woo Min-ho. Donc c'est un film qui est sorti il y a quelques années. Il était sorti au cinéma si je dis pas de bêtises. Ou pas, je sais plus. Ah, peut-être pas, parce que 2020, c'était peut-être en plein Covid, ça. Bref, il est sorti en tout cas en vidéo. Un film de Woo Min-ho. Woo Min-ho, c'est pareil, c'est un autre réalisateur sud-coréen qui est, à mes yeux, assez sous-estimé. S'il avait été sélectionné par certains festivals, il pourrait aussi jouir d'une réputation comme les autres. Donc c'est un film qui prend pour sujet un fait réel. Hein. Dans les années 70, il y avait eu un président sud-coréen qui s'était fait assassiner. Et donc le film suit toute l'intrigue qui s'est mise en place pour assassiner ce président, ses services de sécurité, l'armée, la police, comment tout ce petit monde se tirait dans les pattes pour tirer la couverture vers soi. C'est un sujet qui est assez fascinant, hein, évidemment, toujours un assassinat de président dans la vraie vie. Et c'est un film avec Lee Byung-hun, d'ailleurs, voilà, le grand Lee Byung-hun, donc, qui est exceptionnel comme d'habitude. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est un film à voir, pour moi, en double programme avec un autre film qui s'appelle The President's Last Bang, qui traite du même sujet, mais sous un angle complètement différent, un angle plus comique et plus du côté du président. C'est un film qui était sorti il y a quelques années déjà et qui, voilà, c'est pas mal. Il y en a un qui est un thriller paranoïaque, l'autre qui est plus une comédie politique. Et voilà, ça représente assez bien la dualité qu'on peut trouver dans le cinéma coréen, qui est assez passionnante, je trouve. Voilà. Donc ça en est fini pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez voir You Mint. Johan, merci encore pour ta participation. Merci à toi, Nicolas.
et je vous dis à une prochaine fois.